Le craquement écœurant du plastique dur sous une lourde chaussure de ville en cuir est un son que je n'oublierai jamais, jamais. Mon frère a écrasé les prothèses auditives de mon fils de 4 ans, et a regardé les morceaux brisés avec un dégoût absolu. Il a croisé les bras, a dévisagé mon enfant terrifié et en sang, puis a marmonné les mots qui ont brisé ma réalité en deux. C'est une nuisance. Tu dois le contrôler ou le garder à la maison. Tout le jardin est devenu complètement silencieux. Mes parents se sont précipités, non pas pour réconforter mon fils en pleurs, mais pour défendre l'homme qui venait de l'agresser. Il va bien, a insisté ma mère, agitant la main d'un air dédaigneux. Tu réagis de manière excessive, Lawson est juste sous une grosse pression au travail. J'ai regardé les minuscules et coûteuses pièces de technologie, réduites en miettes dans la terre de la terrasse. J'ai regardé mon fils, serrant son oreille en sang, pleurant dans une panique silencieuse et confuse, car son monde venait d'être plongé dans une obscurité terrifiante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai simplement pris mon fils, j'ai regardé ma famille droit dans les yeux, j'ai dit « je comprends », et je suis parti. Il n'avait absolument aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Pour vraiment comprendre la rage pure et sans mélange qui pulsait dans mes veines à ce moment-là, vous devez comprendre ce que ces prothèses auditives signifiaient pour Jay. Mon garçon est né avec une perte auditive profonde. Pendant les 2 premières années de sa vie, il a vécu dans une bulle étouffée et déroutante. Je travaillais 80 heures par semaine, acceptant chaque heure supplémentaire, chaque appel de maintenance d'urgence, juste pour pouvoir payer les soins spécialisés et les appareils médicaux sur mesure à $5 400 dont il avait besoin. Quand ils ont finalement été activés, l'expression de pur émerveillement sur son visage lorsqu'il a entendu ma voix pour la première fois a été le plus grand moment de toute mon existence. Ces petits appareils en plastique étaient son pont vers le monde. Ils étaient sa sécurité. Ils étaient sa voix. Et en moins de 3 secondes, mon frère aîné, Lawson, les avait détruits, simplement parce qu'il était agacé. Alors que je portais Jay vers mon camion, je sentais son petit cœur marteler contre ma poitrine, comme un oiseau piégé. Il a enfoui son visage mouillé dans mon cou, ses petites mains agrippant ma chemise de travail si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il émettait de petits gémissements doux et aigus, le genre de son qu'un enfant fait quand il a trop peur pour vraiment crier. J'ai ouvert la portière passager, l'ai soigneusement attachée dans son siège auto, et j'ai pris une serviette en papier propre dans la boîte à gants pour la presser doucement contre l'égratignure sur son lobe d'oreille. Le fermoir en métal de la prothèse s'était enfoncé dans sa peau lorsque Lawson l'avait violemment arraché. Une goutte de sang rouge vif attachait la serviette en papier blanche. J'ai fixé cette goutte de sang pendant un long moment. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais d'une adrénaline froide et terrifiante. Je suis un homme calme. J'installe de grosses unités de chauffage et de climatisation commerciale pour gagner ma vie. Je gère des tuyaux éclatés, des températures glaciales et des clients en colère toute la journée. La patience est littéralement mon métier. Mais en regardant la peur dans les yeux de mon fils handicapé, j'ai senti un changement fondamental au plus profond de mon âme. J'ai démarré le moteur. La climatisation soufflait à travers les bouches d'aération, mais elle ne faisait rien pour refroidir le feu qui brûlait dans ma poitrine. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer dans le porte-gobelet. Il bourdonnait comme une ruche de frelons en colère, ma mère, mon père, ma cousine Blair. Un barrage de messages textes, tous exigeant que je fasse demi-tour, que je revienne au barbecue, et que je présente mes excuses à Lawson pour avoir fait une scène. Présenter des excuses à Lawson. C'était le thème récurrent de toute ma vie. Préserver la paix. Ne pas faire de vagues. Laisser Lawson être Lawson. Les drames familiaux étaient toujours balayés sous le tapis, surtout quand il s'agissait de l'enfant chéri. J'ai quitté l'allée, les pneus crissant sur le gravier. J'ai regardé dans le rétroviseur la magnifique et immense maison à 2 étages de mes parents. La maison où j'ai grandi, la maison qui était censée être un refuge pour ma famille. Elle me semblait étrangère maintenant. Elle ressemblait à un endroit rempli d'inconnus. Je ne le réalisais pas encore, mais ce morceau de plastique cassé sur leur terrasse n'était pas seulement la fin de la capacité de Jay à entendre pour la journée. C'était le catalyseur de la destruction absolue de la hiérarchie toxique que ma famille avait construite pendant plus de 30 ans. Il pensait que j'étais juste un travailleur manuel qui finirait par ravaler sa fierté et rentrer dans le rang. Il pensait que j'étais faible parce que j'avais choisi de partir au lieu de les affronter dans le jardin. Mais que se passe-t-il lorsque le fils invisible décide finalement qu'il en a assez ?
Que se passe-t-il lorsque le bouc émissaire détient les clés de tout l'avenir de l'enfant chéri? Alors que je roulais dans la rue, les jointures crispées sur le volant, j'ai fait une promesse silencieuse à mon fils. Je n'allais pas seulement le protéger. J'allais m'assurer que l'homme qui l'avait blessé perde absolument tout. Si vous regardiez ma famille de l'extérieur, vous penseriez que nous étions l'image parfaite du rêve américain. Mes parents, Corbin et Mallory, étaient à la retraite et passaient leur journée à entretenir leur pelouse impeccable et à organiser des fêtes de quartier. Et puis il y avait Lawson. Lawson était le roi incontesté de la famille. Il était conseiller financier, portait des costumes sur mesure, conduisait une BMW noire et élégante, et parlait constamment de son handicap au golf et de ses clients prestigieux. C'était l'enfant chéri. Le soleil se levait et se couchait au gré des décisions de Lawson. Et puis il y avait moi, la déception. Je n'ai jamais aimé l'école. J'aimais travailler de mes mains. Pendant que Lawson obtenait son diplôme de commerce payé par mes parents, j'allais dans une école professionnelle, je faisais mon apprentissage, et j'ai finalement lancé ma propre entreprise de chauffage et de climatisation commerciale. Je portais des bottes à embout d'acier, des pantalons en toile épaisse, et des chemises qui sentaient en permanence le fréon et la sueur. Pour mes parents, j'étais pratiquement invisible, ou pire, une source d'embarras. Chaque famille a un musée de la douleur, une collection de souvenirs que l'on range tranquillement, en prétendant qu'ils ne font pas mal. Mon musée était rempli à ras-bord des œuvres de Lawson. Pièce à conviction il y a 5 ans. Je venais d'acheter mon tout premier camion de travail pour mon entreprise. Il était d'occasion, mais j'avais passé des semaines à le nettoyer, à peindre le logo de mon entreprise sur le côté. J'étais si fier. Lawson est venu pour le dîner du dimanche, a garé sa voiture n'importe comment, et a éraflé tout le côté de mon camion avec son pare-choc. Il ne s'est pas excusé. Il a juste jeté ses clés sur le comptoir et a ri. Quand je me suis mis en colère, mon père est intervenu. C'est juste un camion de travail, a-t-il dit en secouant la tête. Il va se faire rayer de toute façon. Lawson gère de gros comptes en ce moment. Ne le stresse pas pour un morceau de métal. Pièce à conviction B, le 3e anniversaire de Jay. J'avais loué un petit kiosque au parc. Nous avons attendu 2 heures. Le gâteau a fondu au soleil. Lawson n'est jamais venu. Quand je l'ai appelé, il avait l'air agacé. Je suis en train de conclure une affaire, Je gagne du vrai argent, là. Souhaite un joyeux anniversaire au gamin ou je ne sais quoi. Ma mère l'a immédiatement défendu, me disant que j'étais égoïste de m'attendre à ce qu'un cadre occupé lâche tout pour la fête d'un bambin. Pièce à conviction C, l'humiliation silencieuse et constante. Ma mère, Mallory, cachait activement ma profession à ses riches amis du country club. Une fois, je suis passé chez elle pour déposer des courses dont elle avait besoin. Elle avait des invités. Je suis entré dans la cuisine en tenue de travail et je l'ai entendu murmurer à une amie, « Oh, ce n'est que le réparateur. » Je suis resté là, tenant un sac d'oranges, réalisant que ma propre mère avait trop honte pour m'assumer parce que je ne portais pas de costume. J'ai tout avalé. Chaque insulte, chaque rejet, chaque acte flagrant de favoritisme, parce qu'ils étaient ma famille. Parce qu'on est censé aimer sa famille inconditionnellement, n'est-ce pas? Mais il y avait une énorme blague ironique qui se jouait en coulisses. Une blague dont ma famille était complètement inconsciente. Lawson projetait une richesse extrême, mais sa vie était un château de cartes. Cette BMW élégante, elle était en leasing et il se plaignait constamment des mensualités. Ses costumes sur mesure étaient achetés à crédit. Il était un intermédiaire, un courtier qui se battait pour des commissions, vivant d'un chèque de paie à l'autre sous une montagne de dettes, juste pour maintenir son image. Moi, en revanche, je ne projetais rien. Je conduisais un Ford F250 poussiéreux. Je mangeais des sandwichs sortis d'une glacière, mais mon entreprise avait connu une croissance massive. J'avais une flotte de 12 camions. J'avais des contrats de maintenance exclusifs avec la moitié des gratte-ciels commerciaux du centre-ville. Je suis propriétaire de ma maison, payé en totalité. J'ai payé les prothèses auditives de Jay à $5 000 en espèces, sans sourciller. Je gagnais discrètement plus d'argent en un mois que Lawson ne prétendait en gagner en un an. Mais je ne me suis jamais vanté. Je n'ai jamais corrigé mes parents quand ils m'offraient $20 pour l'essence par pitié. Je les ai juste laissés croire à leur propre récit. Ils avaient besoin que je sois l'échec pour que Lawson puisse être le succès.
Alors que je conduisais Jay vers la clinique d'urgence, en regardant son visage taché de larmes dans le rétroviseur, le musée de la douleur a finalement fermé ses portes. Les pièces à conviction n'étaient plus seulement de tristes souvenirs. Elles étaient un compte-rendu détaillé d'une dynamique toxique et abusive à laquelle j'avais permis que mon fils soit exposé. J'avais maintenu la paix pendant 30 ans au prix de ma propre dignité. Mais s'attaquer à un enfant handicapé, c'était une ligne franchie au marqueur indélébile. Il pensait que j'étais juste un ouvrier facile à manipuler. Il pensait que mon silence était de la soumission. Il n'avait aucune idée que le mécanicien graisseux qu'ils aimaient en moquer était en fait l'homme qui tenait les ficelles de tout l'empire factice de leur précieux enfant chéri. Je me suis garé sur le parking de la clinique médicale. Il était temps de commencer à tout documenter. Pour comprendre comment un barbecue familial a viré au cauchemar, il faut imaginer la scène juste avant le désastre. C'était un dimanche après-midi typique chez mes parents. Le genre de journée où le soleil est un peu trop vif et les sourires un peu trop forcés. Le jardin était impeccablement aménagé, sentant les copeaux de cèdre coûteux et les travers de porc grillé. Je me tenais près du barbecue, utilisant une pince en métal pour retourner la viande, faisant tranquillement le travail manuel pendant que tout le monde se prélassait sur les meubles de terrasse. J'ai été assis sur une couverture de pique-nique à quelques mètres, assemblant joyeusement des briques de construction en plastique coloré. Il portait ses prothèses auditives, son petit visage s'illuminant à chaque fois que 2 briques s'emboîtaient. Il fredonnait pour lui-même, une vibration basse et joyeuse qu'il pouvait sentir dans sa poitrine. Lawson tenait salon au centre de la terrasse. Il portait un polo impeccable et des lunettes de soleil de créateur, tenant une bière artisanale comme si c'était un accessoire dans une publicité. Il parlait fort. Il parlait toujours fort, s'assurant que tout le monde dans un rayon d'1 kilomètre sache à quel point il était important. Je vous le dis, ce nouveau développement va changer le paysage urbain, se vantait Lawson, gesticulant largement avec sa main libre. Le projet Oakley Heights, c'est un immense complexe commercial, des commerces de luxe, des espaces de bureaux haut de gamme. Mon cabinet se positionne pour gérer le portefeuille de financement principal. On parle de millions d'actifs gérés. Quand ce sera conclu, j'achète un bateau. Mon père, Corbin, hocha la tête sagement, en sirotant son thé glacé. C'est incroyable, Lawson. Un vrai travail de visionnaire. Tu as toujours su comment jouer dans la cour des grands. Ma mère, Mallory, rayonnait de fierté, vibrant presque d'excitation. J'en ai parlé aux dames du club. Elles étaient si impressionnées. Tu sais, le fils de Suzanne n'est qu'un cadre intermédiaire dans une banque. J'ai bien pris soin de lui faire savoir que tu traitais avec des magnats de l'immobilier commercial. Je gardais les yeux sur les travers de porc, les retournant en silence. Oakley Heights. Le nom résonnait dans ma tête. Je connaissais ce projet. Je le connaissais intimement, mais je n'ai pas dit un mot. Ma cousine Blair, qui agissait toujours comme la pom-pom girl personnelle de Lawson, se pencha en arrière sur sa chaise et me regarda. Elle laissa échapper un petit rire condescendant. Et toi, toujours à ramper dans des conduits d'aération sales? Tu devrais demander un travail à Lawson. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes de son nouveau complexe de luxe. Quelques personnes ricanèrent. Lawson sourit, ajustant ses lunettes de soleil. Et, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, Blair. On ne peut pas tous être les cerveaux de l'opération. La société a besoin d'ouvrières. Je sentis une tension familière dans ma mâchoire, mais je forçai mes muscles à se détendre. Je m'en sors très bien, Blair, dis-je d'un ton égal, en gardant ma voix complètement neutre. Ma mère soupira de façon dramatique. Oh, ne sois pas si sur la défensive. Blair plaisante, c'est tout. Tu es toujours si susceptible à propos de ta petite entreprise de réparation. Je regardais Jay. Il était complètement absorbé par ses briques, ignorant totalement la moquerie subtile qui se déroulait autour de lui. Son innocence était la seule chose qui me maintenait ancré dans ce jardin. Je voulais tout remballer et partir sur le champ, mais j'avais promis à Jay qu'il aurait un hot-dog, et rompre une promesse faite à lui n'était pas une option. Pendant ce temps, Lawson avait sorti son téléphone et l'avait synchronisé avec une énorme et coûteuse enceinte Bluetooth posée sur le bord de la table de la terrasse. Il a monté le volume, diffusant une musique électronique lourde et chargée en basse. La vibration a fait trembler la table. « Mec, écoute-moi cette basse » a pratiquement crié Lawson par-dessus la musique.
Le meilleur système de son du marché. J'ai a cessé de jouer avec ses briques. Il a levé les yeux, ses prunelles s'écarquillant de curiosité. Parce qu'il était sourd, j'ai percevé le son différemment de nous. Il adorait les basses profondes car il pouvait sentir physiquement les ondes sonores vibrer à travers le sol et l'air. C'était une expérience sensorielle pour lui. Il s'est levé sur ses jambes de bambin chancelant et a commencé à marcher lentement vers la gigantesque enceinte, fasciné par les vibrations pulsantes. Je l'ai regardé faire, souriant légèrement. Il ne faisait rien de mal. Il explorait juste son environnement. Le téléphone de Lawson a sonné bruyamment, une sonnerie aiguë et perçante coupant la musique. Il a appuyé sur un bouton de l'enceinte pour mettre le morceau en pause et a répondu à l'appel, sa voix adoptant instantanément son ton professionnel factice. Oui, monsieur Sterling. Absolument. J'ai les projections du portefeuille juste devant moi. J'ai, voulant que les vibrations reviennent, a tendu sa petite main et a touché la grille métallique de l'enceinte. Il se tenait juste à côté de Lawson. Si j'avais su ce qui allait se passer ensuite, j'aurais laissé tomber les pinces en métal. J'aurais traversé cette pelouse en courant. J'aurais attrapé mon fils et l'aurais protégé de mon propre corps. Mais je suis juste resté là à regarder, pensant que c'était juste un après-midi normal. J'avais tellement tort. Le jardin était faussement calme pendant une fraction de seconde. Lawson faisait les 100 pas près de la table de la terrasse, son téléphone pressé contre son oreille, essayant d'impressionner son interlocuteur. Oui, monsieur. Je peux garantir un rendement de 10% d'ici le 3e trimestre, dit-il suavement. Jay se tenait juste à côté de lui, toujours fasciné par l'enceinte. Il tapota le côté de l'appareil électronique. Alors qu'il se rapprochait, les microphones très sensibles de ses coûteuses prothèses auditives ont réagi à l'interférence électromagnétique soudaine de l'énorme enceinte et du téléphone de Lawson. Un sifflement aigu et strident s'est échappé des oreilles de Jay. L'effet Larsen, c'était un bruit perçant, sifflant, comme un microphone tenu trop près d'un moniteur. Jay sursauta, clairement surpris par le son strident, et laissa échapper un petit gémissement, portant les mains à ses oreilles. Lawson s'arrêta de marcher. Son visage devint rouge vif. Il écarta le téléphone de sa tête une seconde et foudroya mon fils du regard. « Tais-toi » siffla-t-il agressivement. « Je suis en plein appel important. » Le bruit de Larsen retentit à nouveau, plus fort cette fois. Jay se mit à pleurer. Ce n'était pas un caprice. C'était de la panique. Il était submergé par le pic sensoriel. Un instant, monsieur Sterling, aboya Lawson dans le téléphone. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti, et pourtant tout était fini avant même que je puisse faire un seul pas. Lawson ne m'a pas demandé de venir chercher mon fils. Il ne s'est pas doucement écarté. Son visage s'est tordu en un masque de pur et laid rage. Il a tendu sa grande main et a violemment saisi le côté de la tête de Jay. Il a enfoncé ses doigts et a agressivement arraché la prothèse auditive de l'oreille droite de Jay. Comme l'appareil était moulé sur mesure pour s'adapter parfaitement au conduit auditif, la traction soudaine et violente a fait que le plastique dur a éraflé durement la peau délicate de Jay. Une ligne de sang rouge vif a immédiatement perlé sur le lobe d'oreille de mon fils. Jay a hurlé. C'était un cri guttural, terrifiant, de pure douleur et de confusion absolue. J'ai lâché les pinces du barbecue. Elles ont heurté le béton avec un bruit sec. Lawson s'est redressé, tenant le minuscule appareil couleur chair entre ses doigts comme si c'était un déchet sale. Il l'a regardé avec mépris, puis l'a jeté violemment sur le sol en béton de la terrasse. Avant même que je puisse crier son nom, Lawson a levé sa lourde chaussure de ville en cuir et a écrasé son talon directement sur la prothèse auditive. Crac! Le son des micropuces internes et du boîtier en plastique sur mesure se brisant en une douzaine de morceaux a résonné dans le jardin. Le sifflement aigu s'est brusquement arrêté, ne laissant que le son de mon fils de 4 ans hurlant de terreur absolue, serrant son oreille en sang. Lawson a calmement remis son téléphone à son oreille. Mes excuses pour ça, monsieur Sterling. Je gérais juste une nuisance. J'ai traversé la terrasse en 3 enjambées massives. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir me briser les côtes. J'ai poussé Lawson violemment à l'épaule, le faisant reculer d'un pas. Putain, qu'est-ce que tu viens de faire, ai-je rugi. Lawson a trébuché, mais a rapidement retrouvé son équilibre. Il m'a regardé, sans aucun remords.
C'est une nuisance, a-t-il lâché, en désignant d'un geste de la main mon enfant sanglotant. Tu dois le contrôler ou le garder à la maison. Il était en train de ruiner mon appel professionnel. Cache son défaut si tu ne peux pas le gérer. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. J'étais à une seconde de lui enfoncer mon poing dans ses dents parfaitement blanches. Mais ma mère s'est interposée entre nous. Arrête ça tout de suite, a crié Mallory, posant ses mains sur ma poitrine pour me repousser. N'ose pas attaquer ton frère. Je l'ai regardé, complètement paralysé par l'incrédulité. Il vient d'arracher un appareil médical de la tête d'un enfant. J'ai montré Jay, qui était assis par terre, tremblant violemment, du sang maculant ses petits doigts. Il a cassé sa prothèse auditive. Mon père, Corbin, s'est levé de sa chaise, me regardant d'un air désapprobateur. Calme-toi, Tu fais une scène. Lawson est sous une pression extrême avec l'affaire Oakley Heights. Tu sais bien que tu ne dois pas laisser le garçon se promener et faire du bruit quand les adultes travaillent. Ma cousine Blair a ajouté depuis la table, en sirotant sa boisson. Honnêtement, tu exagères. C'est juste un morceau de plastique. Lawson pourra lui en acheter un nouveau quand son affaire sera conclue. J'ai regardé autour de moi sur la terrasse. Ma mère me fusillait du regard. Mon père secouait la tête avec déception. Blair levait les yeux au ciel, et Lawson m'avait déjà tourné le dos, reprenant son appel téléphonique comme s'il venait d'écraser une mouche. Aucun d'entre eux n'a regardé mon fils en sang. Une chape de plomb froide est tombée sur mon esprit. La colère brûlante s'est soudainement figée en une clarté terrifiante. Discuter avec eux était inutile. Implorer de l'empathie à une pierre était une perte de temps. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je me suis approché de Jay, je me suis agenouillé et j'ai soigneusement rassemblé les morceaux brisés et ruinés de l'appareil à $5000. Je les ai mis dans ma poche. Puis j'ai pris mon garçon en sanglots et je l'ai serré fort contre ma poitrine. J'ai regardé ma mère, qui attendait toujours que je m'excuse auprès de son enfant chéri. Je comprends, ai-je dit doucement. Je me suis retourné et je suis parti. Le lourd portail en bois a claqué derrière moi. Il pensait que le drame était terminé. Il n'avait aucune idée qu'il venait à peine de commencer. Le trajet jusqu'à la clinique d'urgence a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Jay avait cessé de pleurer à voix haute, mais c'était en fait pire car il ne pouvait plus entendre que d'une oreille. Le monde était déséquilibré et terrifiant pour lui. Il était assis dans son siège auto, regardant fixement par la fenêtre, gémissant de temps en temps et levant la main pour toucher le sang séché sur son lobe d'oreille. Chaque fois qu'il touchait son oreille, une nouvelle vague de fureur froide me submergeait. Je me suis garé sur le parking de la clinique d'audiologie pédiatrique. Heureusement, le docteur Bowen était encore là. C'était une femme plus âgée, pragmatique, qui travaillait avec Jay depuis son diagnostic. C'est elle qui avait moulé sur mesure ses appareils. Elle était la juste étrangère dans ce cauchemar, une professionnelle qui ne traitait qu'avec des faits et des soins. J'ai porté Jay dans la salle d'examen. Le docteur Bowen a souri chaleureusement jusqu'à ce qu'elle voie le sang et le regard terrifié dans les yeux de mon fils. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé, sa voix devenant sérieuse et professionnelle. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti la poignée de plastique brisée et de fils exposés. J'ai placé les restes ruinés de la prothèse auditive sur la table d'examen en acier inoxydable. Mon frère l'a arraché de son oreille et a marché dessus, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Le docteur Bowen a fixé les morceaux. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a soigneusement enfilé une paire de gants et a examiné délicatement l'oreille de Jay. Elle a nettoyé le sang séché et a vérifié le conduit avec une lumière spécialisée. La peau est déchirée et il y a une légère ecchymose sur le cartilage, a-t-elle noté, son ton sec et en colère. Quiconque a fait ça a utilisé une force considérable. Il a de la chance que le moule interne n'ait pas perforé son tympan lors de son extraction violente. Elle a levé les yeux vers moi, ses prunelles brillant d'une colère protectrice féroce. Ce n'est pas un accident. C'est une destruction de matériel médical et une agression physique sur un mineur handicapé. Un appareil de remplacement coûtera plus de $5400 et il faudra 3 semaines pour en mouler un nouveau. Pendant ce temps, son développement et son équilibre en souffriront. Je sais, ai-je murmuré, en regardant Jay serrer nerveusement son dinosaure en peluche. Je documente tout dans son dossier médical officiel,
a déclaré fermement le docteur Bowen, en tapant rapidement sur son ordinateur. La cause exacte de la blessure, l'état de l'appareil détruit. Je vous suggère fortement de porter plainte à la police. On ne laisse pas quelqu'un s'en tirer comme ça. J'ai hoché lentement la tête. Oh, je le ferai. Pendant qu'elle imprimait le rapport médical, mon téléphone s'est remis à vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti. Mon écran débordait de notifications. Les singes volants avaient été déployés. La discussion de groupe de la famille était un barrage de manipulation toxique. De ma mère, tu as gâché le barbecue. Lawson se sent très mal. Arrête d'être si dramatique et réponds à ton téléphone. De mon père, tu dois apprendre à discipliner ton garçon. Lawson essayait juste de travailler. Nous attendons des excuses pour ton caprice. De ma cousine Blair, mon Dieu, tu es une telle mauviette. C'était un accident. Remets-toi. Et puis un SMS direct de Lawson lui-même, écoute, j'ai perdu mon sang-froid parce que le gamin me criait dans l'oreille. Envoie-moi la facture pour ce stupide truc en plastique, mais tu me dois des excuses pour m'avoir poussé devant mes clients. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne s'est pas excusé. Il a exigé que je m'excuse auprès de lui. Je me suis assis sur la chaise stérile de la clinique, fixant l'écran. Il y a un an, j'aurais répondu. J'aurais essayé d'expliquer ma version, d'essayer de leur faire comprendre ma douleur. J'aurais joué à leur jeu malsain. Mais aujourd'hui était différent. Je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai ouvert une application de stockage en nuage sur mon téléphone et j'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai nommé « La chute ». J'ai fait des captures d'écran de chaque SMS de mes parents, de Blair et de Lawson. J'ai sauvegardé les messages vocaux que ma mère avait laissés, capturant son ton agacé et dédaigneux. Quand le docteur Bowen m'a remis le rapport médical officiel avec le tampon rouge et sa signature, je l'ai scanné directement dans le dossier. J'ai pris mon appareil photo et j'ai pris 4 photos claires et en haute résolution de la lacération sur l'oreille de Jay sous différents angles. Enfin, j'ai photographié les morceaux brisés de la prothèse auditive à $5000 posés sur la table. Chaque preuve, chaque mot cruel, chaque fait médical, soigneusement organisé et sauvegardé dans le cloud. Il pensait qu'il pouvait me manipuler. Il pensait qu'il pouvait réécrire l'histoire comme il l'avait toujours fait, présentant Lawson comme la victime stressée et moi comme l'agresseur déraisonnable. Mais ils laissaient une trace numérique de leur propre culpabilité. J'ai remercié le docteur Bowen, j'ai pris les papiers et j'ai ramené Jay au camion. Je ne réagissais plus. Je construisais un dossier. Cette nuit-là, ma maison était d'un silence suffocant. Jay s'était endormi en pleurant, épuisé par le stress et la perte désorientante de son audition d'une oreille. Je suis resté assis près de son lit pendant 2 heures, à regarder sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, ressentant une douleur profonde et lourde dans mon propre cœur. Une fois que j'ai été sûr qu'il dormait profondément, j'ai doucement fermé la porte de sa chambre et je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai allumé la petite lampe de bureau. La lumière jaune projetait de longues ombres sur les murs. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai fixé l'écran sombre de mon ordinateur. La voix suffisante et arrogante de Lawson résonnait dans ma tête. Je gère de gros comptes. Le projet Oakley Heights, des millions d'actifs gérés. Ma famille vénérait Lawson parce qu'il croyait qu'il détenait les clés de la richesse et du statut. Il pensait que mon entreprise de col bleu était un joli petit passe-temps comparé à son monde de la haute finance. Mais il y avait un énorme et incroyablement ironique angle mort dans leur vision du monde. Ils n'avaient jamais pris la peine de me demander ce que je faisais réellement ou pour qui je travaillais. J'ai déverrouillé le tiroir de mon bureau. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti un épais et lourd dossier en manille. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les documents sur le bureau. Tout en haut, imprimé en lettres grasses et nettes, se trouvait l'entête Oakley Heights Commercial Plaza, Master Contractor Agrément. En dessous, signé à l'encre bleue, figurait mon nom en tant que PDG d'Apex Commercial HVAC Solutions, à côté de la signature de Monsieur Richard Nash, le développeur principal et propriétaire de l'ensemble du projet Oakley Heights. Les chiffres sur le contrat étaient stupéfiants. 2,5 millions de dollars. C'était la valeur du contrat de mon entreprise pour la conception, l'installation et la maintenance des systèmes complexes de contrôle climatique pour l'ensemble du développement de commerce et de bureaux de 3 pâtés de maison. Je n'étais pas un simple sous-traitant réparant un conduit cassé. J'étais un partenaire stratégique de premier rang.
J'assistais aux réunions du conseil d'administration. Je conseillais directement Monsieur Nash sur les échéanciers des infrastructures. Le cabinet financier de Lawson, en revanche, n'était qu'un des 3 cabinets de courtage boutique qui se battaient désespérément pour gérer une fraction du portefeuille d'investissement. Lawson était un guppy nageant dans le petit bain, essayant de convaincre ma famille qu'il était un requin. C'est moi qui aidais à construire l'océan. J'ai pris le contrat et j'ai suivi la somme totale avec mon doigt. 2,5 millions. Un lent et sombre sourire s'est dessiné sur mon visage. C'était le genre de sourire que l'on a quand on réalise que l'univers vient de vous tendre une arme chargée dont la sécurité est déjà enlevée. Monsieur Nash était un homme d'affaires impitoyable de la vieille école. Mais il avait une vulnérabilité majeure, son image publique. Il avait une politique de tolérance zéro pour les scandales, la mauvaise presse ou les violations éthiques de la part de quiconque associé à ses projets phares. Il commercialisait massivement Oakley Heights comme un espace communautaire familial et inclusif. Si Monsieur Nash découvrait que le principal courtier financier qui proposait ses services pour son compte agressait des enfants handicapés et détruisait du matériel médical, la carrière de Lawson ne serait pas seulement déraillée, elle serait vaporisée. J'ai regardé l'horloge de mon ordinateur. Il était presque minuit. Trop tard pour appeler, mais pas trop tard pour tendre le piège. J'ai ouvert mon client de messagerie et j'ai rédigé un message direct à l'adresse email privée de Monsieur Nash. Richard, j'espère que ce message vous trouve bien. Nous devons organiser une réunion confidentielle et urgente demain matin concernant une grave responsabilité éthique et légale concernant l'un des cabinets de courtage financier soumissionnant pour le portefeuille d'Oakley Heights. J'ai des preuves documentées qui requièrent votre attention immédiate avant que vous ne signiez tout accord avec le cabinet de Lawson. Cordialement, J'ai joint le rapport de police que je prévoyais de déposer le lendemain matin, la documentation médicale du docteur Bowen et les photos de l'oreille en sang de G et de la prothèse auditive à $5000 brisée. J'ai survolé le bouton « Envoyer » avec ma souris. Pendant une fraction de seconde, la vieille culpabilité conditionnée a murmuré à mon oreille. C'est ton frère. Tu vas détruire sa vie. Maman et papa ne te le pardonneront jamais. J'ai pensé à G hurlant sur la terrasse en béton. J'ai pensé à ma mère me disant d'arrêter d'être dramatique. J'ai pensé à Lawson écrasant la bouée de sauvetage d'un enfant sous sa chaussure chère et le traitant de nuisance. La culpabilité s'est évanouie, remplacée par une résolution froide et absolue. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'email s'est envolé dans le cyberespace. Le piège était tendu. Le marteau était armé. Lawson pensait qu'il pouvait me jeter de l'argent pour me faire taire. Il pensait qu'il détenait tout le pouvoir. Il était sur le point de découvrir que l'homme qu'il se moquait de porter des bottes à embout d'acier était celui qui pouvait détruire les fondations de tout son empire factice. Si vous voulez voir exactement comment j'ai détruit la vie de l'enfant chéri et fait en sorte que ma famille toxique implore ma pitié, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. 3 jours ont passé, 3 jours de silence radio absolu de ma part. J'ai ignoré chaque appel téléphonique, chaque SMS frénétique et chaque message vocal culpabilisant que ma famille m'a envoyé. Je suis allé travailler. Je me suis occupé de mon fils, et j'ai finalisé mes réunions avec Monsieur Nash. Le jeudi soir, mon téléphone a finalement vibré avec un SMS de mon père. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Réunion de famille à la maison ce soir à 19h. Nous allons régler ces absurdités une bonne fois pour toutes. Ne nous embarrasse pas en ne te montrant pas. J'ai regardé le SMS pendant un long moment. Je pouvais presque entendre sa voix sévère et autoritaire prononcer les mots. Il me traitait comme un adolescent rebelle qui avait besoin d'être discipliné. Il croyait honnêtement qu'il pouvait simplement m'asseoir dans leur salon, se liguer contre moi, et me forcer à me soumettre. J'ai appelé ma babysitter de confiance, je me suis assuré que G était en sécurité et occupé avec ses dessins animés préférés, et je suis allé chez mes parents. Je ne portais pas de costume. Je ne me suis pas habillé pour les impressionner. Je portais mes lourdes bottes de travail, mon jean foncé et ma veste d'entreprise. Mais j'ai apporté une petite mallette en cuir noir. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'atmosphère m'a frappé comme un mur d'humidité épaisse et suffocante. C'était exactement comme une embuscade. Mes parents étaient assis sur le grand canapé en cuir, l'air sombre et profondément déçus.
Ma cousine Blair était adossée à la cheminée, sirotant un verre de vin avec ce sourire éternel et condescendant sur le visage. Et puis il y avait Lawson. Il était assis dans le fauteuil inclinable coûteux de mon père, les jambes croisées à la cheville, portant un blazer bleu marine sur mesure. Il avait l'air complètement détendu, comme s'il assistait à un cocktail d'affaires décontracté plutôt qu'à une confrontation sur l'agression de son neveu. Il n'a même pas daigné lever les yeux de son téléphone quand je suis entré dans la pièce. « Assieds-toi, » a ordonné mon père, en désignant une chaise en bois dure en face du canapé. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout au centre du salon, agrippant la poignée de ma mallette. Je préfère rester debout. Dites ce que vous avez à dire. Ma mère a soupiré, se frottant les tempes comme si je lui donnais une énorme migraine. Écoute, ce traitement silencieux que tu nous infliges est incroyablement immature. Tu as surréagi dimanche. Tu es parti en trombe comme un enfant. Nous en avons discuté en famille, et nous sommes prêts à te pardonner d'avoir fait une scène si tu t'excuses simplement auprès de ton frère. Je l'ai fixé. M'excuser auprès de lui, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Blair a levé les yeux au ciel et a pris une autre gorgée de vin. Oh, ne recommence pas à jouer la victime. J'ai à trébucher. Lawson essayait juste de le rattraper et la prothèse auditive est tombée. Tu agis comme si Lawson l'avait battu. C'est pathétique, honnêtement. Je me suis tourné vers Blair. Elle croyait réellement à ses propres mensonges. Ou peut-être que mes parents avaient tellement déformé l'histoire qu'ils s'étaient tous convaincus de cette réalité alternative. Lawson a finalement verrouillé son téléphone et l'a glissé dans la poche de sa veste. Il a poussé un long soupir théâtral. Écoute-moi, je suis un homme occupé. J'ai une affaire de plusieurs millions de dollars qui se conclut cette semaine et je n'ai pas le temps pour ce drame familial ridicule. Tu laisses ton gamin courir partout. Il était une énorme nuisance et un accident est arrivé. Je t'ai dit que je m'en occuperais. Il a mis la main dans sa poche de poitrine, a sorti un chéquier en cuir élégant et a cliqué sur un stylo plaqué or. Il a commencé à écrire sur le chèque avec des traits rapides et agressifs. Je te fais un chèque de 5000 $, a annoncé Lawson, en déchirant le morceau de papier du livre et en le jetant sur la table basse en verre. Il a flotté et a atterri juste devant moi. Prends l'argent, achète un nouveau morceau de plastique au gamin. Mais en échange, je veux que tu me serres la main, que tu t'excuses auprès de maman et papa pour avoir gâché le barbecue, et que tu promettes de vraiment discipliner ton enfant à partir de maintenant. On ne parle plus de ça. Il s'est adossé dans le fauteuil, croisant les bras, me regardant avec une arrogance pure et sans mélange. Il pensait sincèrement qu'il avait gagné. Il pensait que 5000 $ suffisaient pour se sortir d'une agression d'enfant. Je baissai les yeux sur le chèque sur la table en verre. Puis j'ai regardé ma mère, qui hochait la tête de manière encourageante, comme si Lawson venait d'accomplir un acte de générosité suprême. Je n'ai pas ramassé le chèque. Au lieu de cela, j'ai posé ma mallette noire sur la table basse, juste au-dessus de son argent. Le bruit sourd a fait sursauter légèrement Blair. Tu penses que c'est une question d'argent, ai-je demandé doucement. Mon père a froncé les sourcils, son visage devenant rouge. N'insiste pas, Prends le chèque et sois un homme pour une fois dans ta vie. J'ai cliqué sur les fermoirs argentés de la mallette. Elle s'est ouverte. Je suis un homme, papa. C'est exactement pourquoi je ne prends pas son sale argent. Et c'est exactement pourquoi cette réunion ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. J'ai sorti une épaisse pile de papier de la mallette et je les ai déposés directement devant mon père. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. Le calme absolu de mon attitude semblait les déstabiliser plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. C'est l'évaluation médicale officielle de la clinique d'audiologie pédiatrique, ai-je dit, en désignant le document avec le tampon rouge. Lis la deuxième page, papa. Lis-la à voix haute. Mon père a hésité, jetant un coup d'œil à Lawson, qui semblait soudain un peu moins à l'aise. Corbin a pris le papier, plissant les yeux devant le jargon médical. Le patient présentait une lacération sévère au lobe de l'oreille droite et une ecchymose des tissus profonds autour du conduit, a-t-il lu, sa voix s'éteignant. Continue de lire, ai-je exigé doucement. Il a dégluti difficilement. Les blessures sont compatibles avec une extraction violente et forcée de l'appareil médical. L'appareil lui-même a été intentionnellement écrasé avec une force extrême. Il s'agit d'un incident d'agression physique délibérée.
Le salon est devenu silencieux. Blair a arrêté de siroter son vin. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. C'est juste un médecin qui exagère pour obtenir plus d'argent de l'assurance, a ricané Lawson, bien que sa voix ait perdu une fraction de sa bravade. Je t'ai dit qu'il avait trébuché. Je me suis tourné vers Lawson, ressentant une satisfaction froide et sombre se répandre dans ma poitrine. Tu es vraiment assez arrogant pour penser que tes mensonges sont à l'épreuve des balles, n'est-ce pas, Lawson? Tu as oublié un tout petit détail à propos de cette maison. J'ai remis la main dans ma mallette et j'ai sorti ma tablette. J'ai tapoté l'écran plusieurs fois. L'année dernière, maman s'est plainte que des colis se faisaient voler sur le porche. J'ai passé un week-end entier à installer un système de caméras de sécurité haut de gamme autour du périmètre de cette maison, y compris une caméra haute définition pointant directement sur la terrasse du jardin, une caméra qui enregistre à la fois la vidéo et l'audio. Le sang a instantanément quitté le visage de Lawson. Il s'est redressé, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil. « Attends » balbutia-t-il. Je n'ai pas attendu. J'ai appuyé sur lecture et j'ai mis le volume de la tablette au maximum. L'audio cristallin de la terrasse a rempli le salon silencieux. D'abord, le son des basses profondes de l'enceinte. Puis, le sifflement aigu et perçant de la prothèse auditive de Jay, et ensuite le son indubitable et terrifiant de Jay hurlant de douleur. Nous avons entendu la voix de Lawson, forte et agressive. « Tais-toi. Je suis en plein appel important. » Nous avons entendu le bruit écœurant, humide et déchirant de la prothèse auditive violemment arrachée de la chair de mon fils. Nous avons entendu Jay crier à nouveau, puis le craquement violent et sonore de la chaussure de Lawson écrasant l'appareil sur le béton. C'est une nuisance, Tu dois le contrôler ou le garder à la maison. Cache son défaut si tu ne peux pas le gérer. J'ai mis sur pause. L'écho des cris terrifiés de mon fils semblait flotter dans l'air, s'enroulant autour de la gorge de tout le monde dans la pièce. Du couloir, une voix a soudainement brisé le silence. Oh mon Dieu! Nous nous sommes tous retournés. Ma tante Tegan, la sœur cadette de ma mère et la seule personne décente de toute cette lignée, venait d'entrer de la cuisine en tenant un plateau de nourriture. Elle avait laissé tomber le plateau. Des sandwichs étaient éparpillés sur le parquet. Elle regardait Lawson avec une horreur absolue dans les yeux. « Tegan » balbutia ma mère, en se levant rapidement. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Tais-toi, Mallory » a crié Tegan, sa voix se brisant de fureur. « N'ose pas le défendre. Je l'ai entendu. Nous venons tous de l'entendre. Il a attaqué un garçon handicapé de 4 ans. » Tegan est entré dans le salon, pointant un doigt tremblant vers mes parents. « Vous deux, vous êtes malades. Vous l'avez toujours couvert. Vous vous souvenez quand il a poussé le cousin Marc dans les escaliers quand ils étaient adolescents? Vous avez dit que Marc avait trébuché. Vous vous souvenez quand il a fait un trou dans mon mur? Vous avez dit qu'il était juste passionné. Vous avez créé un monstre et maintenant il attaque des enfants. » Mon père s'est levé, essayant de reprendre le contrôle. « Tegan, c'est une affaire de famille privée. Nous nous en occupons. Lawson paie pour les dommages. »« Je peux payer » a soudainement crié Lawson, sa voix montant dans la panique. Il s'est levé, montrant le chèque sur la table. « C'est 5 000. Je gagne ça en une journée. Je suis sur le point de conclure un portefeuille de 2,5 millions de dollars avec Oakley Heights. Je suis la personne la plus prospère de cette pièce. Tu es un plombier glorifié, Tu n'es rien. J'ai de l'argent. J'ai du pouvoir. Et tu as un gamin cassé. » Il était complètement déséquilibré, revenant à son mécanisme de défense principal, se vanter de sa fausse richesse pour affirmer sa domination. J'ai lentement fermé ma tablette et l'ai remise dans ma mallette. J'ai regardé Lawson, laissant un sourire glacial et vide traverser mon visage. « Tu n'as rien du tout, Lawson » ai-je dit doucement. Lawson s'est figé, son visage se crispant. « De quoi diable parles-tu » J'ai remis la main dans ma mallette une dernière fois. J'ai sorti un document lourd, relié professionnellement, et je l'ai claqué sur la table en verre, juste à côté de son chèque pathétique. « Je t'ai dit que j'étais occupé ces 3 derniers jours, ai-je dit, en faisant lentement le tour de la table basse. Je ne suis pas resté assis à la maison à m'apitoyer sur mon sort. J'ai eu des réunions importantes. L'une d'elles était un petit déjeuner d'affaires hier matin avec Monsieur Richard Nash,
le développeur principal d'Oakley Heights. Les yeux de Lawson se sont écarquillés. Une lueur de terreur authentique a traversé son visage. Tu ne connais pas Richard Nash. Tu répares des climatiseurs. J'ai ri. C'était un son dur, sans humour. Je suis le président directeur général d'Apex Commercial HVAC Solutions, Lawson. Mon entreprise détient le contrat principal exclusif de 2,5 millions de dollars pour l'ensemble de l'infrastructure d'Oakley Heights. Je ne répare pas les climatiseurs. Je construis les systèmes qui permettent à ces immenses bâtiments d'exister. Je siège au conseil consultatif. Richard Nash et moi jouons au golf 2 fois par mois. Mon père s'est affaissé sur le canapé, la bouche bée. 2,5 millions, a-t-il murmuré, me regardant comme si j'étais un extraterrestre. J'ai gardé les yeux fixés sur Lawson. Lawson hyperventilait maintenant. Pendant notre petit déjeuner, j'ai montré à Monsieur Nash le rapport médical. Je lui ai montré les photographies de mon fils en sang. Je lui ai montré le rapport de police que j'ai déposé contre toi pour destruction de biens criminels et mise en danger d'enfants. Et je lui ai fait écouter exactement la même vidéo que vous venez tous d'entendre. Lawson a reculé, heurtant le bord du fauteuil. Non, 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 non. Tu mens. Ça viole la confidentialité de l'entreprise. Tu ne peux pas faire ça. Monsieur Nash a une clause de turpitude morale stricte pour tous les partenaires stratégiques et les fournisseurs financiers, ai-je continué, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Il ne fait pas affaire avec des gens qui agressent des enfants handicapés. Il ne veut pas d'un cauchemar de relations publiques. Juste à ce moment-là, comme si l'univers avait parfaitement chorégraphié l'instant, le téléphone portable de Lawson a commencé à sonner dans la poche de sa veste. Il l'a sorti frénétiquement. Il a regardé l'identifiant de l'appelant. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli laisser tomber le téléphone. C'était son patron, l'associé principal de son cabinet de courtage. Réponds, Lawson, ai-je murmuré. Lawson a fait glisser l'écran, portant le téléphone à son oreille avec une main tremblante. Allô, croassa-t-il. Comme la pièce était si silencieuse, je pouvais entendre les cris étouffés et en colère provenant du haut-parleur. Je pouvais entendre des mots comme « désastre »,« responsabilité » et « licencier immédiatement ». Lawson n'a pas dit un seul mot en réponse. Il est juste resté là, toute la couleur quittant son visage, ressemblant à un ballon dégonflé. L'appel s'est terminé. Le téléphone a glissé de ses doigts et s'est écrasé sur le parquet, fissurant l'écran. Ils m'ont viré, a-t-il murmuré, sa voix complètement creuse. Nash a retiré tout le portefeuille. Mon cabinet m'a viré. Ma mère a poussé un grand cri dramatique. Eh, comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Tu as ruiné sa carrière pour une stupide erreur. Sa carrière était une blague de toute façon, maman, ai-je lâché, laissant enfin ma colère transparaître dans ma voix. J'ai sorti un autre morceau de papier, une vérification d'antécédents que j'avais fait faire par mon détective privé. Saviez-vous que votre enfant chéri est complètement fauché? Ses cartes de crédit sont à découvert de 80 000 $. Sa BMW de luxe est en leasing et il a 3 mois de retard sur les paiements. Il comptait sur cette seule commission pour le sauver de la faillite. Ce n'est pas une success story. C'est une fraude. Blair s'est éloigné de la cheminée, regardant Lawson avec un mélange de choc et de dégoût. Attends, tu dois 80 000 $? Tu m'as dit que tu achetais un yacht l'année prochaine. Lawson s'est effondré dans le fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. Il pleurait. Le grand et intouchable enfant chéri pleurait comme un bambin brisé. Vous m'avez poussé à bout, ai-je dit, le regardant sans la moindre pitié. Vous pensiez que j'étais faible parce que j'ai choisi la paix. Vous pensiez que mon silence était une permission pour vous d'être un monstre. Mais je suis un père avant tout. Tu as attaqué mon fils, alors j'ai pris une masse pour détruire toute ta vie. Avant que quiconque puisse parler, avant que mes parents ne se remettent à me crier dessus, des coups forts et secs ont résonné depuis le hall d'entrée. Si vous adorez cette histoire et le doux goût de la justice jusqu'à présent, veuillez prendre une petite seconde pour commenter le mot « terminé » ci-dessous. C'est notre code secret pour les vrais fans qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je lirai, mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Maintenant, revenons à la destruction finale de l'enfant chéri.
Les coups secs et autoritaires sur la lourde porte d'entrée en chêne ont fait se figer tout le monde dans le salon. Ce n'était pas un léger tapotement. C'était le martèlement lourd et rythmé de quelqu'un qui exigeait une entrée immédiate. Mon père, Corbin, se leva lentement, le visage complètement pâle. Il me regarda, les yeux écarquillés par une soudaine et horrible prise de conscience. « Eh » murmura-t-il, la voix tremblante. « Dis-moi que tu ne... Dis-moi que tu ne les as pas appelés ici. » Je n'ai pas eu besoin de répondre. Tante Tegan, qui se tenait toujours près des sandwichs éparpillés, s'approcha et ouvrit la porte d'entrée. Sur le porche se trouvaient 2 policiers en uniforme. Leurs ceintures cliquetaient légèrement alors qu'ils entraient dans le foyer. L'officier le plus grand, un homme à l'air sévère et aux cheveux grisonnants, s'avança et balaya la pièce du regard. « Nous cherchons un certain Lawson Miller », annonça l'officier, sa voix portant un poids d'autorité indéniable. « Nous avons un mandat d'arrêt contre lui. » Ma mère poussa un cri à glacer le sang. C'était un son de déni primal pur. Elle se jeta devant les officiers, agitant frénétiquement les mains. « Non, non, il y a eu un terrible malentendu. C'est un bon garçon. C'est un conseiller financier. Il n'a rien fait de mal. S'il vous plaît, vous devez partir. »« Madame, écartez-vous » dit fermement le second officier, posant une main sur sa radio. « Si vous interférez, vous serez accusé d'obstruction. Écartez-vous tout de suite. » Mon père attrapa ma mère par les épaules et la tira en arrière, bien qu'il tremblât tout autant qu'elle. Lawson était toujours assis dans le fauteuil. Il avait l'air complètement paralysé. L'arrogant et intouchable enfant chéri qui m'avait jeté un chèque il y a à peine 15 minutes avait disparu. À sa place se trouvait un homme terrifié et pathétique qui réalisait soudain que la bulle toxique de sa famille ne pouvait pas le protéger du monde réel. « Lawson Miller » demanda le grand officier, marchant directement vers le fauteuil. Lawson hocha lentement la tête, incapable de parler. « Levez-vous et placez vos mains derrière votre dos. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction criminelle de matériel médical d'une valeur supérieure à 5 000 $ et pour mise en danger et agression d'enfants, un délit mineur. » Le son des menottes métalliques se refermant sur les poignets de Lawson fut la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. C'était le son de la finalité absolue. C'était le son des conséquences qui rattrapaient enfin un homme qui leur avait échappé toute sa vie. Alors qu'il le relevait, ma mère se tourna vers moi. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. « Eh, s'il te plaît » supplia-t-elle, tombant à genoux sur le parquet. « S'il te plaît, dis-leur que c'était un accident. C'est ton frère. Il va aller en prison. Il va tout perdre. Je t'en supplie, retire les charges. » Je baissai les yeux sur la femme qui m'a donné naissance. La femme qui avait passé toute ma vie à me faire sentir invisible. La femme qui avait regardé mon fils handicapé saigner et m'avait dit que je surréagissais. Je ne ressentis absolument rien, ni culpabilité, ni tristesse, juste un vide profond et immense. « Le bien m'appartient » dis-je clairement, en m'assurant que les officiers m'entendaient. La victime est mon fils de 4 ans. Les preuves ont été soumises et les charges seront maintenues. Je ne retire rien. Lawson regarda par-dessus son épaule alors que les officiers commençaient à le conduire vers la porte. Ses yeux étaient écarquillés de panique et de haine pure. « Tu as ruiné ma vie » cria-t-il, sa voix se brisant. « Tu m'as ruiné. »« Tu t'es ruiné toi-même, Lawson » répondis-je froidement. « Je t'ai juste tendu le miroir. » Ils le firent sortir par la porte d'entrée. Les gyrophares rouges et bleus de la voiture de police illuminaient la pelouse parfaitement entretenue, projetant des ombres étranges à travers les fenêtres du salon. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable dans les bras de mon père. Blair s'était discrètement éclipsé par la porte de derrière, désespéré d'éviter d'être associé à la disgrâce. Tante Tegan s'approcha de moi. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle se tenait droite. Elle passa ses bras autour de mon cou et me serra fort. « Tu as fait ce qu'il fallait, Tu as protégé ton garçon. Je suis tellement désolé de ne pas leur avoir tenu tête plus tôt. » Je la serrai dans mes bras. « Je sais, tante Tegan. Je sais. » J'ai ramassé ma mallette noire. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant par la porte d'entrée. En descendant la rue, en passant devant la voiture de police qui emmenait mon frère se faire enregistrer, j'ai baissé mes vitres.
L'air frais de la nuit s'est engouffré dans le camion. Pour la première fois en 30 ans, je pouvais enfin respirer. Les semaines suivantes furent une leçon magistrale sur la laide réalité de l'effondrement des dynamiques familiales toxiques. Lorsque les fondations d'un château de cartes s'effondrent, les cartes ne tombent pas simplement de manière ordonnée. Elles se dispersent violemment dans toutes les directions. Lawson s'est vu refuser la caution pendant les premières 48 heures en raison de l'aggravation de ses charges pour mise en danger d'enfants. Il a passé 2 nuits dans une cellule en béton. Quand il est finalement sorti, sa réalité était complètement brisée. Les 80 000 $ de dettes de carte de crédit l'ont écrasé instantanément. Parce qu'il avait perdu son emploi et que sa réputation dans le secteur financier était radioactive, il n'a pas pu obtenir de prêt pour payer un avocat décent. Il a dû compter sur un avocat commis d'office. Sa BMW en leasing a été saisie directement dans l'allée de mes parents. Je le sais parce que tante Tegan m'a appelé et m'a décrit la scène avec des détails saisissants. Puis vinrent les tentatives désespérées de manipulation. Les singes volants étaient en pleine action. Ma boîte vocale s'est remplie de messages de cousins éloignés, de tantes et d'oncles, mais leur ton avait changé. Ils n'exigeaient plus que je m'excuse. Ils suppliaient. « Eh, s'il te plaît. Ta mère se rend malade à cause de ça. Eh, Lawson va déclarer faillite. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de pitié? La famille, c'est la famille. Eh, ton père a dû puiser dans son fonds de retraite pour aider Lawson à payer son loyer. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, s'il te plaît, retire la plainte. » J'ai écouté chaque message vocal. Et puis j'ai systématiquement bloqué chaque numéro de téléphone. J'ai bloqué mes parents. J'ai bloqué mes cousins. J'ai bloqué quiconque osait suggérer que le confort d'un homme adulte qui a agressé un enfant était plus important que la sécurité de cet enfant. Je suis allé au palais de justice et j'ai déposé une ordonnance de protection permanente contre Lawson, lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi-même ou de ma maison. En raison du rapport de police, des preuves médicales et des accusations criminelles en cours, le juge l'a accordé sans hésitation. Un après-midi, environ un mois après l'arrestation, mes parents se sont présentés à la réception de mon entreprise de CVC. Je les ai observés sur le moniteur de sécurité. Ils avaient l'air d'avoir pris 10 ans. Les épaules de mon père étaient affaissées et ma mère avait l'air frêle et épuisée. Ils se sont disputés avec ma réceptionniste, exigeant de me voir. Je ne suis pas sorti. J'ai pris le téléphone de l'interphone et j'ai parlé directement à la réception. Sécurité, veuillez escorter les intrus hors des locaux. S'ils refusent de partir, appelez la police. J'ai regardé le moniteur alors que 2 grands agents de sécurité s'approchaient de mes parents. Ma mère a levé les yeux vers la caméra, des larmes coulant sur son visage, murmurant mon nom. Mon père a passé son bras autour d'elle et l'a lentement conduite hors du bâtiment. C'était une chose dure à faire. Beaucoup de gens diraient que c'était cruel, mais le vrai pouvoir ne consiste pas à faire souffrir les gens. Il s'agit d'établir une frontière impénétrable autour de sa paix. Je n'étais plus le fils invisible. Je n'étais plus le bouc émissaire. J'avais changé toute la dynamique du pouvoir simplement en refusant de jouer à leur jeu malsain. Lawson a finalement accepté un accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable pour les dommages matériels criminels afin d'éviter la prison pour l'agression. Il a été condamné à 3 ans de probation stricte, 500 heures de service communautaire et une gestion de la colère ordonnée par le tribunal. Parce qu'il avait maintenant un casier judiciaire, sa carrière dans la haute finance était définitivement terminée. La dernière chose que j'ai entendue de tante Tegan, c'est que le grand enfant chéri travaillait comme chef d'équipe dans un magasin de pneus à bas prix, vivant dans le sous-sol de mes parents. Mes parents avaient sacrifié leur dignité, leurs économies de retraite et leurs relations avec leur seul petit enfant. Tout ça pour protéger un homme qui ne leur avait apporté que la honte. Je les lui ai laissés. Ils se méritaient l'un l'autre. 6 mois plus tard, le soleil brillait de 1000 feux sur mon propre jardin. C'était un immense espace vert tentaculaire derrière la nouvelle et belle maison de 5 chambres que je venais d'acheter. Apex Commercial HVAC Solutions n'avait pas seulement survécu au drame familial, elle avait prospéré. Nous avions terminé avec succès la première phase du projet Oakley Heights en avance sur le calendrier. Monsieur Nash était si impressionné qu'il m'a confié 2 autres contrats exclusifs. Le bénéfice net de mon entreprise pour l'année a dépassé les 5 millions de $, mais l'argent n'était qu'un bruit de fond. La vraie richesse se tenait juste devant moi. J'écourais dans l'herbe,
poursuivant un chiot Golden Retriever que nous avions adopté un mois auparavant. Il riait bruyamment, un son vif et joyeux qui résonnait dans le jardin. Attachées à ses deux oreilles se trouvaient des prothèses auditives neuves, à la pointe de la technologie. Elles étaient moulées sur mesure, élégantes et bien plus avancées que celles que Lawson avait détruites. Grâce à la restitution légale que Lawson a été contraint de payer et à mon propre compte en banque, j'ai disposé de la meilleure technologie médicale disponible au monde. Il n'entendait pas seulement les sons. Il les vivait avec clarté. Près du barbecue massif construit sur mesure, Tante Tegan retournait des hamburgers et riait avec le Dr Bowen, qui était devenu une amie proche de la famille après tout ce que nous avions traversé. Quelques-uns de mes contremaîtres les plus fiables de l'entreprise et leurs familles étaient assis autour des tables de la terrasse, buvant des bières fraîches et partageant des histoires. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas de remarques désobligeantes sur mes vêtements ou ma profession. On ne marchait pas sur des œufs en attendant que quelqu'un n'explose. L'air était rempli d'une chaleur authentique, de respect et d'amour inconditionnel. J'ai regardé mon fils plaquer le chiot dans l'herbe tendre, gloussant de manière incontrôlable. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la fumée du barbecue et l'herbe fraîchement coupée. C'est étrange de réaliser que les personnes qui partagent votre ADN peuvent être les plus dangereuses de votre vie. On nous apprend dès la naissance que la famille est tout, que les liens du sang sont plus forts que tout, et qu'il faut pardonner à ses proches, peu importe à quel point ils vous traitent mal. Mais c'est un mensonge conçu pour garder les victimes piégées dans des cycles toxiques. La famille n'est pas une obligation. La famille est une action. La famille, ce sont les gens qui vous protègent quand vous êtes vulnérable, qui célèbrent vos victoires sans jalousie, et qui ne vous demanderaient jamais, jamais, de compromettre votre sécurité pour protéger un agresseur. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu une douzaine de cousins et de parents qui pensaient que maintenir la paix était plus important que de faire ce qui est juste. Mais en regardant mon jardin, en écoutant la symphonie des rires et le son magnifique de la voix de mon fils, je connaissais la vérité absolue. Je n'ai pas perdu ma famille. Je l'ai enfin trouvée. Et si je devais retourner à ce terrible dimanche après-midi, si je devais regarder ce morceau de plastique se briser à nouveau, je ne changerais rien. Parce que parfois, il faut laisser le château de cartes brûler jusqu'aux fondations pour pouvoir construire une forteresse à sa place. Alors, je dois vous poser une question à tous. Les singes volants de ma famille essaient encore de m'envoyer des emails de temps en temps, me traitant de monstre sans cœur pour avoir ruiné la vie de mon frère et rendu mes parents malheureux. Ils disent que je suis allé beaucoup trop loin pour un morceau de plastique à 5000 $. Qu'en pensez-vous? Suis-je un méchant impitoyable pour avoir détruit l'enfant chéri? Ou ai-je fait exactement ce que tout vrai père devrait faire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire de vengeance absolue et d'établissement de limites en acier, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Merci d'avoir regardé. Restez en sécurité et n'oubliez jamais de ne jamais vous excuser de protéger votre paix.